Ok, allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous. On fait comme tous les mardis de toute la quinzaine, on enregistre un épisode de analyse en temps réel. Soit on prend des cas de figure spécifiques que vous avez et sur lesquels vous vous arrachez les cheveux, soit je vais prendre des actifs au hasard, soit vous me donnez des actifs au hasard. Et on fait une étude de leur structure sous un biais de tendance. C'est-à-dire que on n'analyse pas les ranges, sauf s'ils sont au sein des tendances, etc. etc. Euh, Sinon, je peux aller chercher dans le canal action, en effet. Alors, de préférence, je préférerais analyser des trucs qu'on n'a déjà pas analysés, style, bah, justement, les cryptos, on en a fait 50 millions de fois le tour. J'ai pas trop envie de recommencer. Atom, ça a déjà été fait. Ok, bon, alors déjà, on va aller piocher donc dans le canal action, effectivement, et après, on verra. Oui, Coinbase, on peut le faire, je ne l'ai pas analysé. Je l'ai jamais analysé, donc on pourra le faire. Alors, donc déjà dans le canal action. Alors. Analyse action. Alors attendez, je vais mettre. Ah merde, mais du coup, je vois plus vos commentaires. Ça, c'est nul. Euh... Je peux pas ouvrir deux fenêtres Discord. Ah. Alors, ce qu'on peut faire, est-ce que vous pouvez. C'est Xail. J'imagine que c'est toi qui me parlais aussi dans la live room. Non. Si. Alors, donc, est-ce que vous pouvez voilà, me copier les analyses ici, que je puisse. Alors, je veux pas le lien de ça, juste le graphique. Voilà, merci. Parce que sinon, voilà, le graphique, lui, je peux l'ouvrir dans une fenêtre, mais pas ton analyse. Ok. Alors, le Nasdaq. Ok, ok, ok. Pour moi, il n'y a pas de souci. C'est quoi ça? ST moyenne? Ah, suivi de tendance sur la moyenne, pardon. Ok. Yes, sounds good to me. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Ok. Pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Les deux suivis de tendance, le pullback, l'excès final. Je ne vois pas de contre-indication sur cette analyse. Donc là, tu vois que tu commences à avoir des anomalies. C'est-à-dire que normalement, après la séquence, tu dois avoir un range et là, tu retrouves une forme de tendance haussière. Donc là, je pense qu'encore une fois, pour l'instant, c'est pas une tendance haussière, tu le vois bien, mais il y a des anomalies clairement sur cette séquence. Pour moi, elle se termine là. C'est de dire, bah, la valeur actuelle de ce truc-là, ça reste 48 dollars. Donc moi, je ferai attention à ce qui est en train de se passer ici. Il faudrait chercher ici des éléments argumentaires supplémentaires pour analyser la situation en temps réel. Mais l'analyse de séquences existantes, c'est franchement no soucis là-dessus. Hein. Beau range bien mature, cassure, troisième borne, tout le bordel. Ça tient super bien. Ça, c'est une tendance académique. C'est un bel exemple. Enfin, ça, tu peux trader ça sans aucun souci. C'est un très bel exemple. Phil, bonjour. La question qu'on se posait, c'était de savoir si c'était une tendance time frame, pardon, et auquel cas, est-ce que tu pourrais rappeler les règles Ah non, ça de n'en a ces pas tendances l'air. multi-time frame? Ça n'en a pas l'air. Normalement, déjà, de toute façon, là, vu que ta tendance, elle s'est déjà produite, d'accord, là, c'est facile. On peut analyser la séquence déjà entière. Moi, pour moi, ça, c'est juste la séquence de base d'une tendance primaire mensuelle. Est-ce qu'elle a eu des conséquences sur les time frames inférieurs? Là, comme ça, je te dirais que non. Parce que, normalement, donc, quelle est la différence que tu vas avoir entre la même séquence, pardon, en multi-time frame? Alors, attends, j'ai pas mes petites flèches. La même séquence que tu aurais pu avoir ici, si ça avait été multi-time frame, n'aurait pas du tout fait la même extrapolation des prix. Je vais t'expliquer. Donc rappelle déjà, avant de faire de la tendance multi-time frame, niveau expérimenté, il faut maîtriser sans problème le trading et la psychologie des tendances de base. On est d'accord là-dessus? Ok, normalement, je ne veux pas vous voir faire de la tendance multi-time frame avec des expositions de capital. Maintenant que vous essayez de comprendre ces structures, oui, mais c'est deux crans au-dessus de vous. Donc, déjà, maîtrisez bien la séquence primaire. Donc, si vous êtes d'accord sur le fait que vous avez vu la séquence primaire perfecto, ok, on peut essayer ici donc de séparer pourquoi il n'y a pas eu de tendance multi-time frame. Donc, la différence d'une tendance multi-time frame, c'est donc vous connaissez la séquence primaire. Donc, j'ai un range, je break, je fais deux suivis de tendance, un pullback, un excès final. Ok, ça, c'est ce que vous connaissez. Une tendance multi-time frame, ce qu'elle fait, c'est que donc elle break plusieurs time frames au même endroit. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tout de suite avoir l'air très excessif.
Une tendance multi-time frame, tu vois, ça ne va pas comme ça. C'est tout de suite, c'est assez excessif et vous allez voir des replis assez profonds. C'est un peu ce qu'on voit sur les cryptos aujourd'hui. Ok, mais vous allez normalement voir cette séquence classique. D'accord, vous allez voir deux zones d'hésitation qui sont donc les deux suivis de tendance de la tendance primaire, mais à chaque fois, c'est séparé par des excès. C'est-à-dire, ça monte quand même vraiment vite, quoi. Ce qui n'est pas le cas ici. C'est-à-dire, là, vous avez un suivi de tendance, ça sort tranquille, un deuxième suivi de tendance et le pullback qui arrive. Ok, c'est vraiment pas complètement fou furieux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas excessif comme structure. Tu as deux suivis de tendance, on en sort par le haut et après, effectivement, ça s'épuise. On arrive sur la zone de gestion du risque du pullback qui te dit qu'on est déjà en train de trader la zone de valeur d'arrivée. On a déplacé de zone A à zone B. Ok. Le multi-time frame, ce que tu vas voir, c'est qu'à chaque fois qu'on range un peu, c'est volatile, mais surtout, on sort très très fort. Et ça, c'est une structure un peu accélérante. Et vraiment très accélérante. Ce qui fait qu'en général, les deux suivis de tendance vont être en fait un suivi de tendance qui correspond à un pullback daily, à un pullback hebdomadaire, et après c'est très vertical sur la dernière, et le pullback mensuel est généralement très profond puisqu'il revient proche du pullback hebdomadaire. Proche d'eux, mais généralement il reste au-dessus. Mais c'est surtout de dire, comme on monte de façon parabolique comme ça, le pullback de l'UT majeur, donc de l'UT mensuel, est généralement hyper violent parce qu'on est très excessif avant. Donc là, pourquoi il n'y a pas de tendance multi-time frame? Parce que je vois déjà le pullback mensuel. Il est là. Et comme ce qui a précédé ce pullback mensuel n'a rien d'excessif, bah pour moi, ça, je ne me pose même pas la question de savoir si on a breaké multi-time frame. Pour moi, ici, c'est juste la séquence classique. C'est pas parce qu'il y a eu une tendance mensuelle et qu'il y a effectivement beaucoup de graphiques mensuels, particulièrement dans les actions américaines, qui ont été dans des tendances multi-time frame, donc qui ont l'air très paraboliques, que toutes les tendances mensuelles étaient forcément des tendances multi-time frame. Là, vous l'avez en l'occurrence, juste, c'est une tendance mensuelle, point. Il n'y a pas plus que ça. C'est bon. Bon, après, donc, il faut étudier la séquence intérieure, enfin, la séquence à l'intérieur d'une tendance multi-time frame pour savoir si c'était le cas ou pas. Et là, je te le dis, c'est clairement pas le cas. Donc, ça, je ne veux pas vous l'apprendre encore, parce que, voilà. Donc, je te réponds à ta question. Non, il n'y a pas de tendance multi-time frame. Comment tu peux le savoir avec certitude avec ce que je t'ai donné là? Par contre, si tu voulais savoir comment je l'aurais su dans la phase de suivi de tendance, il faut creuser un peu plus. Et ça, je préfère pas te donner ces arguments-là maintenant parce que j'ai peur que tu en fasses mauvais usage. Mais globalement, pour te la faire simple, à l'intérieur d'une séquence multi-time frame, on suit deux... Il y a deux règles, d'accord? Tout comme le suivi de tendance, tu vois, tu as deux patterns. Tu as la pattern du repli à la moyenne, tant que tu n'as pas fait de troisième borne, et une fois que tu as fait une troisième borne, tu attends sagement qu'on casse la troisième borne. Parfois, ça peut mettre 7, 8, 9 bornes dans le range avant de casser réellement la troisième et en sortant par le haut. Et là, dans ce cas-là, tu fais ton suivi de tendance. C'est ce qu'on a aujourd'hui sur Bitcoin. On a une troisième borne, donc je ne sais pas combien de temps on va mettre pour y retourner, mais quand on va y aller, bah, ça va passer, quoi. Donc, la séquence qu'on a en multi-time frame, on utilise deux trucs. C'est-à-dire qu'une séquence multi-time frame en cours, c'est-à-dire dans la phase de suivi de tendance, elle sera toujours potentielle. Tu ne sais pas. Tu vas juste noter qu'effectivement, il y a un range mensuel et qu'on y a un range daily et qu'il y a tout ça et qu'on casse tout ce petit monde en même temps. D'accord? Dans ce cas-là, ce que tu vas faire derrière, c'est que tu vas observer les réactions. Normalement, le premier pullback que tu vas avoir, daily, il va venir normalement chercher effectivement le premier suivi de tendance mensuel. Donc, il va venir chercher la moyenne. Ok, typiquement, ça aurait pu être par là. Donc, ça va être de regarder si cette zone-là correspond à un pullback daily. Si tel est le cas, dans ce cas-là, tu sais que ton premier suivi de tendance, c'est ton pullback daily, mais que du coup, par contre, ce que tu vas regarder derrière, c'est est-ce qu'il est excessif. C'est-à-dire que normalement, la sortie de ce range de pullback, c'est l'excès final. On est d'accord? Ok. Donc, le truc que tu dois avoir dans une séquence multi-time frame, c'est le pullback des UT inférieurs. Donc, d'abord un pullback daily, puis un pullback hebdomadaire, doivent tous les deux représenter des suivis de tendance, des UT supérieurs. Donc, au moins un suivi de tendance hebdomadaire pour le pullback daily, voire un suivi de tendance mensuel. D'accord? Mais tu dois au moins toucher ces moyennes de degrés supérieurs, tout en faisant la structure classique du pullback, hein, c'est-à-dire je finis des cycles vendeurs, j'ai un range mature, etc. Okay, donc, toutes les conditions que vous connaissez du pullback doivent être remplies sur l'UT inférieur de la tendance, multi-time frame. Donc là, si on est mensuel, hebdo, daily, le premier pullback doit être daily. Il doit remplir toutes les conditions d'un pullback daily, auquel s'ajoute le fait qu'il doit replier au moins sur un suivi de tendance hebdomadaire, voire un suivi de tendance mensuel. Ok ?
Et si vous avez ça, vous avez la probabilité forte, d'accord, de voir effectivement une tendance multi-time frame se mettre en place. La deuxième chose qu'il faut pour valider cette séquence, c'est que l'excès final de chacun de ces time frames inférieurs, donc le daily et après l'hebdomadaire, doivent être excessifs, c'est-à-dire reporter plus que le ratio 1 pour 1 de ce pullback. Je m'explique. En gros, ce que ça donne, c'est que donc, dans ton pullback daily, d'accord, généralement, tu vas ressortir par le haut et il faut que ça aille plus haut que le ratio 1 pour 1, d'accord, plus loin. Ok, et normalement, donc c'est ça qui te donne l'excès. Donc, je dis souvent, il y a deux interactions dans une tendance multi-time frame. Je veux que les pullbacks soient toujours des suivis de tendance des UT supérieurs, soit l'UT plus 1, soit l'UT plus 2, on s'en fout, mais ça doit au moins avoir touché ces moyennes-là. Derrière, quand on sort, on doit sortir de façon excessive avant de répéter l'opération sur l'UT supérieur. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait le pullback daily, je ne veux pas voir de traitement de pullback daily. Il y en aura généralement plusieurs. Le prochain pullback que tu trades sera forcément l'UT supérieur, donc l'hebdomadaire. Ok. Allô? Il y en a un qui a oublié son micro. Est-ce que vous pouvez me le virer, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez couper le son du monsieur qui a laissé son micro? S'il vous plaît, que je me le fasse pas moi. Ludo, ton micro. Je pense qu'il a capté. Ok. Non, il n'a pas capté. Bon, je le rends muet, c'est pas grave. Ok. Donc, le truc à comprendre, d'accord, ça peut pas se produire que dans un ordre. Il n'y a pas de pullback hebdomadaire si vous n'avez pas trouvé le pullback daily d'abord. Okay, ce pullback daily doit obligatoirement être un suivi de tendance des UT supérieures. La sortie de ce pullback daily doit être excessive. Quand vous avez fait cette première séquence, vous savez que la suite, ce sera le pullback hebdomadaire. Okay, ce pullback hebdomadaire doit remplir toutes les conditions d'un pullback, donc fin de cycle, rayon de range mature, clôture sous les 50% de contexte, etc. Et ça doit toucher le suivi de tendance mensuel. Donc au moins la moyenne 20 mois. Okay, et derrière, on doit en ressortir là encore avec un ratio 1 pour 1. D'accord, donc vous comprenez que plus on progresse dans cette structure, plus les pullbacks sont profonds, mais comme les excès finaux sont excessifs, plus ça monte fort. Et donc ces structures sont forcément excessives. Elles démontent complètement les contextes mensuels. Et cette séquence, quand vous l'avez, ce qu'elle vous dit, c'est que le pullback mensuel, c'est-à-dire le moment où on va finir un cycle mensuel, généralement, c'est vénère en termes de retracement. Ça vous laisse penser qu'on s'effondre, d'accord, que tout se casse, etc. Parce que comme on était excessif, généralement, le pullback est très profond. Mais vous savez que dans cette séquence, il y a une différence majeure, c'est que ça n'est pas un marché en bulle. C'est un marché qui a eu une séquence de croissance parabolique parce qu'on a généralement une croissance de la croissance. D'accord ? Donc ça, quand vous avez un rythme de croissance en croissance, ça produit des prix paraboliques tout le temps. Mais la différence, c'est que là, vous savez que c'est associé à un déplacement de valeur. Il y a une structure qui vous permet de différencier cette structure d'un schéma de bulle. Ça monte comme une bulle, c'est donc excessif, etc. La plupart des gens ne savent pas faire la différence. Mais si vous êtes suffisamment expérimenté pour connaître ces structures multi-time frame, vous savez que ce n'est pas le cas. Tant que vous avez cette séquence et qu'elle se répète, vous savez qu'il ne faut pas l'extrapoler au-delà du time frame majeur. Donc là, vous savez que le pullback mensuel, il va être hyper vénère, mais vous savez que par contre, il y aura un excès final mensuel. Donc on reviendra traiter au moins au-dessus du sommet qui aura été fait. Vous savez que la valeur, elle s'installe autour du pullback mensuel. Ça marche ? Bon, pour rentrer les séquences multi-time frame, c'est un merdier pas possible. Okay, donc, ce qui est important, c'est juste de comprendre que quand vous avez une tendance mensuelle excessive, c'est souvent le fait d'avoir breaké en multi-time frame. Donc, petit à petit, vous apprendrez cette séquence, vous apprendrez à étudier sa maturité, etc. Et surtout, comment les trader en cours de route. Mais là, comme on parle d'analyser un graphique qui a déjà produit l'historique, pour vous, c'est très facile. Savoir si oui ou non il y a eu tendance multi-time frame, il faut que ce soit excessif. Toutes les tendances multi-time frame sont excessives. Donc là, pour moi, ce n'est pas excessif. Hein. C'est tout sauf excessif. Vous avez une rupture des contextes au moment du breakout, ce qui est tout à fait normal. Donc pour moi, ici, il n'y a pas de souci quant au pricing. Ça marche ? Je sais que là, il n'y a pas de tendance multi-time frame. Je n'ai pas besoin d'analyser. Le marché n'est pas excessif. Donc pas d'excès égale pas de structure alternative. Et encore moins donc du multi-time frame. OK ? Un autre graphique ? Il y en avait 3, vous m'avez dit, à corriger. Mettez-moi les 2 autres. Mais voilà, ça reste une vraie séquence de tendances primaires absolument magnifique. Déplacement de la valeur de là à là, point.
Non, pas le lien, s'il te plaît. Mets-moi l'image ou la photo, mais voilà, merci. Ok. Alors, ouf, là, t'es pas sur le bon time frame, je pense. Hein. T'es pas sur le bon time frame. T'es déjà en mensuel. Ouais, mais bon, voilà. Donc, j'aimerais que TradingView me libère enfin, parce que je suis quand même pieds et poings liés avec leur truc à la con. Mais compte les bornes de ton range, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça sent que ton range, il est sur l'UT supérieur. Donc là, tu es probablement en breakout trimestriel, d'accord? Avec du coup un gros range trimestriel qui est là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? 1, 2, 3, accumulation et breakout trimestriel. Donc là, c'est plus de dire, ça fait partie des limitations du code. C'est-à-dire que ça me fait chier d'être limité par ça, mais je peux malheureusement pas faire autrement. Mais là, la présomption que tu dois avoir, c'est que ton range mensuel, il est quand même ultra fucking mature. Ça sent même le fait qu'on est probablement dans un range d'UT supérieur. Bon, maintenant, trader des tendances trimestrielles. Donc là, on est d'accord, on parle d'analyse, d'accord, de se familiariser avec le contexte des indicateurs, etc. Donc là, le sentiment que tu dois avoir tout de suite, c'est ouais, c'est probablement un range sur l'UT supérieur, mais je ne peux pas le vérifier. Donc voilà. D'un point de vue de trading, tu traderas jamais des tendances trimestrielles. Comme on l'a dit, voilà, tu seras trop vieux. Donc, d'un point de vue trading, ça sert à rien. Maintenant, c'est vrai que d'un point de vue analyse, ici, tu dois sentir énormément d'anomalies, et c'est normal, parce que bah, la tendance, elle est sur l'UT supérieur, à mon avis. Donc, tout ce que tu vas analyser en tendance mensuelle va être un peu chiant, parce que tu es un time frame en dessous de la tendance primaire. Tout ce que tu vas analyser en hebdomadaire, du coup, sur ce genre de graphique, ça va être un sacré putain de foutoir. Ok? Donc là, c'est plus de dire, je pense que tu galères à faire cette analyse, et je suis plutôt d'accord avec toi, parce que je pense que tu n'as pas la possibilité de la faire correctement, cette analyse. Dû à une limitation de l'indicateur. Je peux pas, voilà. Maintenant, si tu veux, on peut s'amuser à faire la même analyse sans les indicateurs. C'est-à-dire, on réplique l'information, puisque moi, je peux pas te fournir des contextes trimestriels. Mais par contre, on peut tracer des canaux. Hein. On peut le faire. Donc, si tu veux, on peut faire une émulation à la main. Mais par contre, trimestriel, l'analyse. Hein. Donc, voilà. Si tu veux, on peut faire ça comme exercice. Sinon, on passe à un autre graphique. Mais là, tu pourras pas faire de magie. Hein. Ok, alors celui-là. HDFC Bank. Alors déjà, j'ai l'impression que vous m'avez mis un graphique logarithmique. Et j'aime pas ça. Je sais que c'est le cas. Vous m'avez mis un graphique en log là-dessus? Ah oui. Oui, oui, effectivement, tu me l'as mis en deux parties, car log. Non, non, moi je veux pas le log. Hein. Voilà. Donc, on va d'abord analyser le pas log. Ah oui, ok, tu me mets le log parce que sinon je vois pas. Ok, j'ai compris. Ça, c'est une tendance multi-time frame, ça. Ça, il y a forcément, enfin, il y a vraiment des chances. Tu vois que c'est excessif. C'est-à-dire, tu vois le nombre de fois. Attendez, je vais passer en blanc, sinon on verra rien sur les flèches. Tu vois le nombre de boîtes de contexte qui sont disjointes, plein de fois de suite. Donc ça, c'est de toute façon un marché en excès. Ok? Donc après, comme on l'a dit, les excès de marché, quand on est expérimenté, il y a certains excès qu'on peut trader via la séquence multi-time frame. Si on la reconnaît et que les interactions de multi-time frame sont là, on les trade. Et dans ce cas-là, on peut exploiter une gestion du risque plus agressive dans une tendance multi-time frame, ce qui permet de multiplier les gains au cubique. D'accord? C'est pas juste de faire x2. Hein. Quand on trade une tendance multi-time frame, vous allez faire exposant 3 des gains que vous auriez fait en la tradant juste en tant que séquence primaire. Hein. Mais déjà, trader correctement la séquence primaire, ça vous rapportera pas mal de thunes, puisque ce sera donc une séquence primaire excessive. Eh oui, donc vous allez quand même gagner plus d'argent sur la tendance primaire si vous la tradez déjà correctement. Voilà pourquoi je vous casse les couilles à pas vendre vos cryptos, parce que je sais qu'il y a plein de gains à faire. Je sais pas l'avenir, je connais pas l'avenir, mais je connais ces structures. Donc tant qu'elles sont viables, il faut pas vendre ces trucs-là. Ça vaudra une fortune. Point. Maintenant, si vous êtes assez con pour vous faire stopper par le broker, c'est dommage. Du coup, donc là, c'est probablement une séquence multi-time frame. Il faudrait que je revienne effectivement sur l'autre graphique. Bon, je vais l'analyser avec mon propre truc. Hein, donc HDFC Bank. Comme ça, au moins, je peux changer de time frame. HDFC Bank.
Punaise, pourquoi ça me bloque tout là? Ah oui, ok, c'est bon, autant pour moi. HDFC Bank. Ah ouais, alors t'as pris lequel déjà? Ça commence bien. Ok, c'est celui-là. Bon, donc, marché excessif, tout de suite, hein, c'est-à-dire quand tu prends mon prési, le truc c'est que c'est dans la case marché excessif. Donc c'est limité obligatoirement à des expérimentés. Vous ne tradez jamais ça tout seul, et encore moins, même en étant jaune. Dans tous les cas, c'est expérimenté. Donc je vous dis, c'est 2 à 50 formations pour trader correctement ces contextes, tout seul. Donc dans tous les cas, un peu d'humilité les gars. Si vous n'avez pas 2 à 50 formations expérimentées en autonomie, eh ben vous tradez avec quelqu'un. Vous ne tradez pas ça tout seul. Ça marche? Donc, toujours pareil. Maintenant, vous aimez vous mettre un niveau de difficulté d'enculé sur vos têtes. Je ne comprends toujours pas pourquoi, mais on va quand même répondre à vos questions. Donc, est-ce qu'on sort du range mensuel ici? C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai l'impression que votre truc, il a une historique partielle. Alors, je vais regarder l'autre. Ok, c'est encore pire. Putain, déjà, je sais pas lequel trader, alors ça commence mal. Ok. Ça me manque. Mais pourquoi il a mis autant de temps à me dessiner les contextes? C'est pas normal. Il aurait dû me dessiner les contextes plus vite, là. Chelou. Ok, bon. Donc, de toute façon, on va reprocéder par élimination. Donc là, c'est plus de dire le range qui précède est assez merdique. Donc on va faire avec, hein, d'accord? Le but, ça va être donc d'essayer, de toute façon, vu qu'on a de l'historique, on va essayer au moins déjà de trouver la séquence. Donc, s'il y a breakout, ça doit être par là. Ok? Donc, ça nous ferait un breakout, un pullback en mensuel et l'excès final par là. Ça, vous êtes d'accord? On voit bien le range de départ. Bon, il n'est pas bien calé, hein, mais on voit bien le travail des contextes avec une forme d'accumulation ici. D'accord? La valeur se maintient dans une zone pendant un moment donné, ça accumule et on ressort par le haut. Je dirais que le mensuel me semble pas inapproprié. Pardon, il n'y a pas de pullback mensuel ici, j'ai dit des bêtises. Donc on va rester sur la séquence hebdomadaire. Moi, ce que je cherche, c'est déjà au moins identifier une séquence complète. Et après, on va pouvoir analyser les anomalies. Donc, là, on a bien le range hebdo, hein, d'accord? Pas de souci, on en sort bien par le haut. Le breakout, il serait donc à peu près par là, très bruyant. On voit, bon, après, il y avait peu d'historique quand même à ce moment-là. Pas de volume, pardon. Des grosses mèches. Mais ça tient, hein, vous voyez, on ne revient jamais invalidé sous l'accumulation, etc. Hein. Donc la grosse accumulation de Nick sa mère, la sortie haussière, beaucoup de bruit, et pullback ici. Donc le pullback qu'on avait tout à l'heure, c'était bien donc pullback hebdomadaire, installation du range, range mature sur l'unité inférieure, tout ce que vous voulez. Donc excès final hebdomadaire ici. On est en log, donc on va déjà en sortir. Voilà. Donc le gros pullback hebdomadaire et l'excès final par là. D'accord? Avec son ratio 1 pour 1 maximum. Franchement, c'est là que vous récupérez vos profits, quoi. OK? Donc pour moi, j'ai une séquence primaire visible avec une valeur à déplacer vers 150 $ partant de, entre guillemets, 20. Donc on part de 20, on monte à 150, c'est un beau machin. Et quand on étudie la structure, on voit très vite les suivis de tendance. Il y en a peut-être un par là, un deuxième ici. Donc 3 suivis de tendance et surtout, c'est un peu excessif ici. Au lieu de voir ce que vous voyez habituellement, la divergence, là, vous avez un marché qui accélère. Qu'est-ce qui se passe? L'excès final se fait déborder au-delà du ratio 1 pour 1. Et il n'y a pas installation du range. Donc on a un excès final excessif. Ça marche jusque-là, vous suivez ou je vous ai complètement perdu? Donc là, déjà, je me dis, oula, l'excès final est excessif. Ici, au lieu d'être en divergence, je vois qu'il se chauffe la bite. Je commencerai à me dire, hey, justement, est-ce que j'ai pas les premiers éléments d'une séquence multi-time frame? Des excès finaux excessifs, donc je vais aller chercher le deuxième élément. Est-ce que mes pullbacks sont des suivis de tendance des UT supérieures? Ok? Est-ce que mon pullback hebdo vient frapper les différentes moyennes des UT supérieures? Ok? Là, je pense que c'est le cas, mais on va le vérifier. Bon, voilà, ça vient chercher la moyenne.
Ok? Donc là, clairement, séquence multi-time frame. Mais je vais la trouver à défaut. Et là, pour l'instant, effectivement, j'appliquerai ce truc-là. C'est-à-dire, mon pullback hebdomadaire étant mon premier pullback, d'accord, d'une probable séquence multi-time frame. Derrière, il est effectivement très excessif. Donc, qu'est-ce qui me reste? Normalement, un autre pullback. Tiens, comme par hasard, celui-là, je vais le payer, puisque c'est donc le deuxième pullback du degré de la tendance multi-time frame. Et je pense qu'il va en rester encore beaucoup. Donc normalement, un truc comme ça, s'il y a encore des bénéfices, là, ce que je dois avoir, c'est donc un pullback mensuel. D'accord? Donc là, je vais attendre le pullback mensuel. D'accord? Il faut qu'on finisse un cycle. Ça marche? Jusque-là, vous avez suivi ou pas? Moi, je ne peux pas faire... voilà, c'est... Attention, là, le pullback mensuel, à mon avis, il va être vénère. Puisque c'est de dire, le dernier pullback, il est là. Ça sent le truc qui va s'effondrer complet, mais par contre, la valeur va s'installer là-haut. Voilà. Mais ici, on a clairement une séquence multi-time frame. J'ai tous les éléments qui m'invitent à le penser. Autrement dit, les excès que je vois sur la tendance mensuelle, je peux les trader avec une séquence sur les UT inférieures. Mais par contre, là, pour moi, on a la maturité. Hein. Vu que j'ai le pullback hebdomadaire, il y a forcément eu un pullback daily au milieu que j'ai pas vu. Mais il y a eu un pullback daily probablement déjà fait. En tout cas, là, j'ai vraiment le pullback hebdo. Ah, quoique, attends. Parce que là, il y a eu un truc. Donc, le pullback hebdo, il doit être là. Est-ce qu'ici, on a fini? Oui. Est-ce qu'on a fini un range mature? C'est là où c'est un peu plus vénère. Non, j'ai pas le range mature en hebdo. C'est ça, c'est space. Hein. Alors, soit vraiment... Mais ça, c'est le Covid. Ah bah oui. C'est le Covid. Je sais pas. Hein. Moi, j'aurais du mal à trouver la séquence de référence sur ce truc. À trouver le time frame de référence. Je sais que c'est une séquence multi-time frame. Mais je ferai quand même attention maintenant. Il me faudrait une analyse plus poussée. Vraiment, il faudrait que je puisse voir les résultats de l'entreprise, savoir ce que ça fait, etc. Parce que j'aurais ici la présomption quand même de culpabilité d'une tendance multi-time frame trimestrielle. Maintenant, bon, il faut vraiment là que j'étudie le business model de ce truc-là. Parce qu'une valeur bancaire, j'aurais du mal à la mettre en tendance trimestrielle. Je pense qu'elle est sur la zone d'arrivée, c'est-à-dire, bah, ça c'est un peu l'anomalie Covid. Et là, on va se manger donc le gros pullback hein, de l'UT supérieur. Alors que le pullback hebdomadaire, il est là, hein, donc c'est de dire, il est vraiment loin. Hein. Donc ça, quand ça va retaper, ça peut vraiment redescendre très très bas. Hein. Bon, celui-là, moi-même, j'ai du mal. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai plusieurs hypothèses en parallèle et je vais travailler, on va dire, plus par abstraction, c'est-à-dire je vais prendre les différentes possibilités et je vais exploiter les différentes zones spéculatives. Mais en tous les cas, la tendance mensuelle, elle est clairement là. Mais elle est excessive, due à la tendance multi-time frame. Là où je suis un peu plus embêté, c'est sur la maturité de cette tendance multi-time frame. Là, franchement, je ne sais pas encore séquencer. Je pense qu'on a un pullback hebdomadaire ici, mais qui est très rapide à cause du Covid, plus injection d'argent à plus en pouvoir. Donc, ce que je me dirais ici, c'est qu'il y a encore peut-être du potentiel acheteur, mais dans tous les cas, je m'y investirai pas parce que la prochaine séquence, c'est le pullback mensuel qui, dans tous les cas, reviendra à peu près là où on est. Et si on n'est pas déjà en train de le préparer aussi. D'accord? Donc, moi, je ferai quand même très attention. Voilà. Le dernier pullback, c'était 2008. Et on a, à mon avis, on a fait un pullback pendant le Covid, mais on n'y a pas passé, on n'a pas fait le range mature. Vous voyez ce que je veux dire? On a baissé d'un coup et on a fait V-bottom. Donc j'ai du mal, voilà. Je pense que là, l'anomalie, c'est dû au Covid. Donc j'aurais du mal, voilà. Mais je ne dirais pas forcément que ce truc n'a pas encore du potentiel acheteur. Par contre, je ne chercherai pas à m'y exposer. C'est trop risqué qu'on ait déjà la séquence mature et dans ce cas-là, un gros pullback à venir, quoi. MPWR. Non mais vous voulez me faire que des tendances multi-time frame aujourd'hui? Parce qu'il faudrait quand même qu'on fasse des tendances classiques aussi quand même. Je sais que c'est bien, hein, les tendances multi-time frame, c'est là où on gagne beaucoup d'argent. Mais ça encore, c'est le trait d'une vie, comme je vous dis souvent, c'est chacun son cycle. Ça, c'est des cycles finis. Donc c'est bien d'apprendre ces séquences pour trader les trucs de vos vies.
Et quand je vous casse les couilles sur les cryptos pour vous dire que c'est ça probablement le trade de votre vie, bah voilà, c'est parce que vous voyez bien où on en est aujourd'hui de ces séquences multi-time frame. On est en train de faire les premiers pullbacks de degrés inférieurs qui sont les suivis de tendance de la tendance majeure. Autant vous dire qu'il y en a encore des bénéfices à faire si vous êtes patient. Voilà. C'est dans la grande histoire de ce truc-là, si ça vous l'aviez vécu en temps réel, d'accord, c'était plein de souffrances. Là où il y avait les moments. On va remettre Bachin Bank là, c'était quand même vachement plus beau. Voilà, remets-toi dans le contexte ici. Regardez, on va le faire, c'est très rigolo, puisque justement ça au moins ce sera formateur de psychologie pour maintenant. Donc, vous vous dites, quand vous êtes dans un truc comme ça, ok, tout le monde va vous dire, ah, le bear market, tu vois ce que je veux dire? Franchement, le bear market, tout ce que tu veux là, hein, ok? Ouais, c'est monté trop vite, c'est une bulle, tout ce que tu veux, ok. Bon. Donc maintenant, on va sur le time frame inférieur, parce qu'effectivement, là, c'est moche, hein. Là, tu vas dire, waouh, 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 qu'est-ce que c'est que ça? C'est une horreur, c'est affreux. Tendance baissière, tout ça, tout ça. Bah non. Donc comme tu vois, hein, tu fais des ranges matures qui viennent retaper les moyennes. Normalement, ça doit commencer à réveiller un peu ton cerveau. Donc ça doit te dire, oh putain, on est en train de faire des suivis de tendance des UT supérieures. On a effectivement on est sorti d'un gros range, etc. On a eu une phase de tendance, etc. Ok. Ah tiens, d'ailleurs, HDFC Bank, il est là, le pullback daily. Je ne l'avais pas vu, mais il est là. Hein. Donc pullback daily, pullback hebdo. Et là, donc je retiens bien, hein, on va faire le pullback mensuel. Donc HFC Bank, là, quand ça va tomber, les gars, ça va faire mal. Hein. Attention les fesses. Dernière zone de valeur connue sur le pullback hebdomadaire, $120. Ça se tradait à plus de je sais pas combien aujourd'hui. Hein, donc attention, ça va tomber vénère, ça. Mais par contre, ça s'achète. Voilà, ça veut dire quand ce sera au fond du trou, que tout le monde dira « Ah mon Dieu, le crack vas-y, tu payes, bah les couilles, tu sais que la valeur elle est installée. Donc tu payes pour un range, hein. On est d'accord que ce ne sera pas le trade du siècle qui va faire x200 derrière. Mais de dire, quand tu as divisé la valeur par je ne sais plus combien, enfin bref, tu auras 80% de baisse sur le prix, ça s'achète. Non. Depuis quand tu vends des tendances haussières? Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu étais boule, tu prends tes thunes, tu te casses et tu rachèteras après une énorme baisse. Quand tu auras des contextes mensuels de pullback. C'est-à-dire fin de cycle vendeur mensuel, range mature, tutti quanti. Tu appliques tes putains de règles, mais tu sais qu'il y a de la valeur. Parce que tu connais la séquence, et c'est tout. Et peut-être que ça ira à zéro, etc. Tu vois, la séquence, ça ne te permet pas de prédire l'avenir, ça te permet d'avoir une gestion du risque. Quand tu vois cette séquence, tu la trades toujours de la même façon. Point, 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 point. OK? Ce sont les règles d'un pullback, donc tu connais, etc. Vu la volatilité normalement sur ces trucs-là, ok, les stop-loss sont tellement larges que tu vas être obligé normalement de payer spot sur ces pullbacks mensuels. Donc c'est pas là que tu vas gagner un monstre d'argent. Mais par contre, tu sais que ça a une très forte probabilité de remonter chercher la TH derrière. Tu sais qu'il y a de la valeur. Au lieu de mettre ta thune dans des bulles spéculatives qui remonteront jamais, qui fait que si jamais tu te plantes, c'est une perte sèche, ça, tu sais que ça remontera. Par contre, c'est une question de temps. Tu sais aussi que c'est très difficile d'acheter le point bas. Mais dès que tu as les conditions du pullback, tu achètes, spot, et tu patientes. Ça gagnera. Tu t'exposes à 10 trades comme ça, tu es sûr que tu en gagnes 8 ou 9 sur 10. Il y en a peut-être un ou deux qui vont pas marcher, mais c'est pas grave. Par contre, si tu te dis, waouh, j'ai envie d'acheter ça là, bam, je te mets tout le capital sur un pullback mensuel, eh ben, tu l'as dans le cul, mon coco. Parce que si tu chopes celui sur les 10 qui ne fonctionne pas, eh ben, tu l'as dans le cul. Donc, gestion du risque, c'est pas prédire l'avenir d'un actif. C'est prédire la direction plus que probable et statistique de plusieurs actifs s'ils ont tous le même contexte. Tu sais que ça marchera beaucoup plus que ça ne marche pas. C'est tout ce que je peux faire pour vous, les cocos. Je peux malheureusement pas offrir plus que ça. Et personne peut. Enfin, ceux qui vous offrent plus que ça sont des menteurs. On ne sait pas. Et vous ne saurez pas non plus. Et il faut apprendre à vivre avec. Bon, bref, donc vous voyez que quand vous avez ce genre de truc, bah, c'est le bear market. On casse des supports, creuse sommet descendant en hebdomadaire, etc. Tendance multi-time frame mensuel, ça casse les culs. Ok. Donc regardez ce que ça fait derrière. Comme ça, vous aurez le temps réel. Hein. Donc là, je ne te raconte pas l'ambiance. Hein. Là, ça fait 1 an et quelques que ça baisse. Ça paraît impossible de sortir de là. Tout le monde se dit « Ah, mais si on casse ça, ce sera la fin du monde, ça va à zéro. C'est vraiment le truc tout pourri, etc. etc. » Voilà. Regarde comment ça remonte. Hein. Quand je vous dis que Bitcoin, ça va vous surprendre quand ça va reprendre. Hein. Zéro conso. Hein. Alors là, celui qui dit ah, « je vais acheter le pullback. » Voilà. OK. Donc là, évidemment, tout le monde se dit « Ah, c'est boule, mais c'est pas grave, c'est le même truc, c'est annexé. Je vais mettre un ordre à $150. » Attends, tu vas voir l'ordre à $150.
Ah merde, bon, je vais peut-être acheter à 280 alors. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que t'en as en foot? Maintenant, je vous remets juste donc dans le contexte. Hein. J'ai pas dit que c'est comme ça que ça allait se passer. Je vous dis juste, voilà les séquences les plus probables en cours sur Bitcoin. Donc là, si tu as acheté ton Bitcoin, allez, admettons ici, enfin c'est pas son Bitcoin, donc tu as acheté ton action HDFC Bank dans son contexte mensuel, tu l'as payé 110 $, d'accord? Tu aurais pu la payer 30% moins cher, d'accord? Tu aurais pu l'acheter 70 $. Bon, maintenant on refait l'histoire, c'est-à-dire on se dit, bon, on est à 320, 350. Là tout le monde est bullish, on est d'accord? Donc, c'est le moment où toi, tu connais ta séquence, tu sais que c'est excessif. Donc, c'est le moment où là, tu vas avoir les mecs qui vont dire ouais, take profit, take profit. Bon, bah, au mieux, tu fais un petit take profit. Mais là, toi, tu sais que déjà, il fallait rien faire avant au moins le rapport 1 pour 1. D'accord? Donc, quand je vous dis Bitcoin à 100 000 $, il y a tout le monde qui va commencer à crier au loup pour dire ah, take profit, le prochain bear market arrive. Ok, rien à foutre. Hein. Moi, maintenant, je sais qu'on va les dégommer, les 120 000, parce que bah, on a tellement travaillé le range daily qu'on va lui mettre une quenelle après à 100 000. Hein. Donc, on va forcément passer au-dessus. Et on va revenir tester les 100 000 en tant que support dans le prochain range. Hein, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ok? Ça va vraiment être très psychologique comme truc. Mais est-ce que franchement, le mec qui a payé son action 115 ou même 120 $, tu vois que je te dis, la médiane du range ici, c'était ça. C'était 120, 130. Donc, entre le mec qui a fait un travail spéculatif très moyen et le mec qui aura acheté tout en bas, 42% de baisse en plus. Bon, Bitcoin, c'est plus volatile que ça en plus, hein, mais vous voyez, 56% de repli, c'est à peu près similaire à ce qu'on a sur Bitcoin. Est-ce que tu vas me dire que le mec qui aura acheté à 120 boules ou 130 boules, par rapport au mec qui aura acheté à 75 boules, donc 2 fois moins cher, est-ce que tu vas me dire que le mec qui a payé 120, 130, il a fait une opération de merde? Est-ce que franchement, il a fait de la merde? Non, quand l'histoire, elle va s'écrire, si on est bien en tendance multi-time frame, d'accord, on va multiplier ses prix par 2 ou 3, et tout le monde dira que tu étais un génie d'avoir acheté à 130. Si tu es suffisamment malin pour comprendre que le déplacement de valeur se fait sur les UT supérieures, et que par contre, il n'y a qu'une seule variable dans l'histoire, c'est le temps. Regardez le temps que ça a mis ici. 1 an de consolidation, 3 à 4 ans après, les prix étaient 3 fois supérieurs. Mais il fallait attendre 3 à 4 ans. Et si la séquence vous dit que la valeur monte en mensuel, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas monter de façon différente, que ça ne va pas être plus long, moins long, etc. Okay? Mais la valeur pousse au nord, quoi qu'il arrive. Le temps, il joue en votre faveur sur Bitcoin. Et vu l'amplitude du range, si on est bien en séquence multi-time frame, vous savez qu'on va au moins reporter 1 pour 1 et installer de la valeur au-dessus sans problème. C'est replié contrairement à... C'est après le creux. Comment ça? Non, mais il s'agit juste de construire un range. C'est ça que vous ne comprenez pas. Moi, je vous ai dit, c'est là où tu poses déjà Crypto Nitro, t'es blanc. Donc là, on parle de structure multi-time frame, t'es 3 niveaux au-dessus de ce que tu fais. C'est normal que tu nages, mais absolument complet. Mais c'est pour ça que je vous apprends à trader les ranges d'abord. Un range, ça peut prendre 50 millions de formes différentes. Ça, c'est un range. Ce qu'on fait aujourd'hui sur Bitcoin comme ça, c'est un autre range, mais ça reste du range. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ces ranges dans des tendances, on appelle ça des pullbacks. Si ce pullback est un suivi de tendance des UT supérieures et que les excès finaux sont excessifs, c'est que tendance multi-time frame. Point barre. C'est tout. C'est ça que je vous dis, c'est que moi, tant que la séquence elle est probable, j'en ai rien à foutre de ce que les autres me disent. Je trade ce que je vois. Tant que j'ai des excès finaux qui seront excessifs, et donc c'est la prochaine des choses que je veux voir Bitcoin éclater les 100 000 $ et partir en couille au-dessus, il va y installer de la valeur. Hein. Donc ça veut dire, encore une fois, on ne va pas juste mécher en mensuel. On va tenir des clôtures mensuelles multiples au-dessus de 115 000 $. Et si j'ai ça, c'est la preuve que ma séquence multi-time frame, elle est toujours en train de se jouer. Et du coup, je continuerai de la jouer, ce qui veut dire que le pullback suivant sera violent également et que j'en aurai rien à foutre des bears, etc., etc. Je paierai tous les replis sur la moyenne mensuelle. Ok? C'est tout con. Repli moyenne mensuelle, je paye. Troisième borne, j'attends la cassure et je repaye. Je vais faire mes bonnes vieilles stratégies suivies de tendance. Par contre, comme je sais que c'est une séquence multi-time frame, je ne vais pas couper les trades spéculatifs d'UT inférieur. Et je vais faire des suivis de tendance sur les UT inférieurs. Je vais trader ça sur 3 time frames pour essayer de maximiser mon rendement. Oui, je pense que c'est le trade de ma vie. Peut-être que je me trompe, mais en attendant, j'ai une séquence qui me permet de le faire avec une gestion du risque. Mais ma gestion du risque, c'est pas je mets tout all-in avec de l'effet de levier sur Bitcoin. C'est
dans certains états de cette tendance, je le ferai, d'utiliser la marge sur des UT inférieurs. Je vous l'ai toujours dit que je traderai en marge sur ces actifs-là. Mais par contre, jamais je prendrai le risque de tout perdre sur ces trucs-là. Jamais. C'est pas possible, comme j'ai dit. La plupart de mes expositions crypto, elles sont en spot. Ça veut dire qu'il faut concrètement que ça aille à 0 pour que je perde tout. Et je perdrai des gains. Mais quelle est la probabilité que ces trucs-là aillent à 0? Pour moi, c'est 0. C'est pas possible. J'ai clairement des structures de tendance, donc de déplacement de valeur à l'achat. Pourquoi j'irais suivre le narratif des bears qui me disent, pour une raison X ou Y, il va se passer ci, il va se passer ça, on va casser ci, on va casser ça, les banques centrales vont faire ci, elles vont faire ça, elles vont interdire. Peut-être, je ne connais pas l'avenir. Mais en attendant, moi, une séquence multi-time frame mensuelle, je pense que c'est le trade de notre vie, point. Voilà. Il y en aura peut-être plein d'autres, mais je pense que les cryptos, c'est la révolution de ceux qui traitent le marché en ce moment, et il faut être dans le tempo. Voilà. Ne pas y être, pour moi, c'est une énorme connerie. Tant qu'on a des éléments haussiers, il faut être dedans, point. Ça marche pour aujourd'hui, en tout cas pour la partie tendance. Mais non, c'est pas vendre sa maison pour acheter des bitcoins. Ça, c'est con. Ça, c'est leverager son pari. Mais il y en a qui le font, et c'est ça le pire. Arriver à vous convaincre à un seul moment que vous devez prendre des risques dans une tendance multi-time frame parce qu'un mec vous a dit que c'était une tendance multi-time frame. Non, ce que je vous dis par là, c'est prenez vos fucking graphiques, apprenez ces séquences multi-time frame, bouffez-les sur 20-30 actifs et vous verrez que c'est toujours la même chose. Et que moi, tant que j'ai un truc qui ressemble à quelque chose que j'ai vu plein de fois, mais pas juste parce que j'ai l'impression que ça ressemble, j'utilise des indications techniques infalsifiables. Si ça se comporte de la même façon, même si le graphique n'est pas le même, d'accord, si le comportement de la dérivée que je regarde, c'est-à-dire des indicateurs, c'est la même, je suis la séquence, point barre. Parce que cette séquence, je l'ai vue des centaines de fois fonctionner, peut-être que c'est la 101e qui va échouer. Peut-être. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Non. Oh merde, ah putain, j'ai oublié. Oh, merde. Merde. Mais on est quel jour? On est mardi ou mercredi? Attends. Ah non, ok, non, c'est bon, c'est moi qui me plante. Non. J'ai cru que ma famille venait bouffer à midi. Autant pour moi. Non, c'est bon. Je me suis juste trompé de texto. J'ai eu peur, j'ai cru que ma famille allait débarquer là dans un quart d'heure. Ok. Non, c'est bon, c'est demain. Bon, bref, donc, revenons là-dessus. Donc, c'est bon pour le cours d'aujourd'hui. Ok, vous avez voulu bouffer de la séquence multi-time frame, donc très bien, comme ça au moins vous en avez vu. On vient d'en manger 3, et vous voyez, ça n'a rien à voir avec les cryptos, mais elles suivent toutes la même séquence. On en a vu des plus ou moins propres, ok, et une séquence multi-time frame, ça nécessite beaucoup de travail pour séquencer. C'est pour ça que c'est une stratégie d'expérimenter. Je dis, pour la séquencer correctement, il faut savoir reconnaître les différentes maturités, et il faut souvent donc lire le graphique de droite à gauche, c'est-à-dire regarder où on en est et revenir dans l'historique pour positionner les différentes étapes de maturité. Ok, donc HDFC Bank, là, on a vraiment le pullback hebdo ici. Le pullback daily, à mon avis, soit là, j'ai du mal à dire. Mais normalement, tant que les pullbacks se constituent en ascendance, c'est-à-dire vous ne devez pas avoir un pullback du T supérieur sous le précédent, vous pouvez avoir les deux alignés, mais c'est très rare. Normalement, c'est très légèrement acheteur. Et évidemment, la tendance de degré primaire doit être complètement excessive à ce niveau-là. Et quand elle réalisera son pullback, le pullback sera extrêmement profond, mais il restera toujours supérieur au pullback hebdomadaire. Donc ce que vous savez de ce truc-là, c'est que quand ça va se manger une quenelle, ça va manger dur, mais par contre, ça ne reviendra jamais sous les 100 $. Attention, quand je dis ça ne reviendra jamais, c'est la valeur ne reviendra jamais. C'est-à-dire on peut mettre une mèche ici pour aller stopper tout le monde quand il y a un Covid et que c'est panique à bord, etc. Avec de l'émotion, le prix peut aller partout. Okay, mais par contre, ça veut dire jamais on installera de la valeur là-dessous. C'est ça que ça veut dire. Et attention, le pullback de ce truc-là va être vénère. Puisque donc on a probablement la tendance de degré majeur qui va se terminer. Comment on récupère son profit ici? Dès que c'est excessif. C'est-à-dire là, voilà, moi ici, je commence à récupérer des profits sur un truc comme ça. Tu sais que dès qu'on déborde les contextes, là, il faut TP un peu. Voilà, là, un peu au-dessus. Voilà, là, tu TP. Et puis tu te laisses porter par le truc. C'est excessif, tu le sais, donc tu ne pourras jamais trouver le point haut parfait. Donc je vous dis souvent utiliser des ratios Fibo ou des trucs comme ça. Moi, c'est généralement comme ça que je fais. Alors, je ne sais pas où était le pullback daily. Il faudrait que je le positionne correctement. On va dire il est soit là, soit là. Et dans ce cas-là, tu fais toujours
l'extension entre les deux pour trouver les excès. Ça vous donne les zones sur lesquelles vous travaillez. Okay, c'est toujours mieux que de nager dans la soupe, comme je vous dis. Là, c'est très approximatif. Vous faites vraiment de l'estimatif, vous faites de l'estimation. Mais c'est toujours mieux que rien. Voilà, c'est de vous dire, je sais que j'ai un TP à faire par là. On est bien au-dessus des contextes, on tente d'accélérer. Voilà, ça, c'est TP obligatoire par là. Et tu sais que la prochaine zone que tu vises, c'est 600. Au moins, tu sais ce que tu travailles. Tu ne travailles pas dans la soupe. Mais il ne faut pas attendre que ce truc-là tombe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tendance multi-time frame, c'est excessif et ça peut se reverser en VTOP. Par contre, vous savez que la valeur, elle va s'y installer. Ok, bon ben là, on arrive sur la prochaine zone. On va se faire un deuxième petit TP. Voilà. Ok, donc take profit, number 2, et on attend de voir. Voilà, ça continue, tranquillou, on gagne beaucoup d'argent. Tout le monde commence à être chauffé là. Ok, c'est un peu n'importe quoi. Allez, zone suivante. Ici, moi, je te fais un TP pratiquement total, quoi. Enfin, c'est le moment où là, voilà, moi, je me dis, là, c'est vraiment excessif. Boum, voilà, je sors pratiquement l'intégralité de mon bénéfice, quoi. Là, il me restera 10-15% de la position. Rappelez-vous ce qu'on a dit, hein. Le mec qui était ici, il était à un moment donné à 40% de perte quand il a acheté le milieu du range. Et tout le monde l'aurait appelé gros débile, mec, tu fais n'importe quoi, t'achètes une espèce de daube, voilà. Nique sa mère. Ok, le mec qui a acheté à 120, à 900, d'accord, il a fait le plus gros trade de sa life. Ça marche? Alors évidemment, celui qui à l'époque faisait le concours de quéquette pour dire hey, moi j'ai acheté 40% moins cher, donc du coup j'ai pu acheter 40% de plus de Bitcoin, c'est bien. Mais encore une fois, il est con celui qui joue à ça. Il est en train de se comparer à un autre pour dire hey, t'as vu, je suis meilleur, hein, moi j'ai réussi à avoir un meilleur prix. Ouais, vous vous battez contre vous. Si toi, tu arrives à tirer ton trade de 120 jusqu'à 900, et si l'autre gogol, il a acheté 40% moins cher, mais qu'il a vendu à 210, tu as gagné plus d'argent que lui. Et là, tu peux revenir lui comparer ta quéquette. Tu vois ce que je veux dire? Il faut arrêter ce jeu de je suis meilleur, je suis moins bon. Qu'est-ce que toi tu fais? Pourquoi tu le fais? Et est-ce que tu le fais de manière constante? C'est ça qui compte. Le reste, on s'en fout. Ok? Eh ben, moi, je pense pas. Moi, je pense même que Bitcoin, il va très clairement ressembler à ça. Mais on n'est pas sur celui-là de pullback aujourd'hui. Bitcoin, on est sur le premier, le petit. Donc, il y aura probablement encore un pullback très brutal sur Bitcoin, mais après, à terme, c'est ça. Et je vous ai toujours dit, Bitcoin, un jour, il vaudra probablement $1 million parce que le dollar, il servira à rien à part acheter ta baguette en bas de chez toi. Et la valeur relative de ce dollar par rapport à la valeur qui sera stockée dans Bitcoin, ce sera des ratios que tu ne peux pas imaginer aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, il n'y a que 21 millions de Bitcoin. Point. Et si l'économie mondiale, d'accord, c'est-à-dire si toute la richesse mondiale doit être stockée en valeur dans Bitcoin, mais ça vaudra une putain de blindax. Et tu peux pas imaginer le monde aujourd'hui. Là, c'est pareil, c'était de dire, le mec réalisait son achat en 2008, il récupérait ses profits en 2020, 12 ans plus tard. Oh, dans 12 ans, là, t'imagines, dans 12 ans, le monde qui tournerait autour des cryptos? Combien ça vaudra un Bitcoin? Raisonne en baguette. Tu vois, moi je fais souvent ça, ça te remet dans la réalité. Raisonne en baguette. Aujourd'hui, avec $1, tu peux acheter quoi? Hein? Demain, avec un Bitcoin, tu pourras acheter combien de baguettes? Si le monde entier, c'est-à-dire la valeur, la richesse produite par l'humain, mondialement, d'accord, si on parle d'un Bitcoin devise de réserve mondiale, ça veut dire que la réserve de richesse mondiale doit être stockée en valeur dans le Bitcoin. Donc théoriquement, tu dois pouvoir t'acheter des baguettes à hauteur de ce que tu pourras faire. Moi, je pense que les fiat, elles vont pas mourir, mais ça va devenir des devises d'utilisation quotidienne au sein des différents pays dans lesquels tu vis. Voilà. Mais par contre, l'arbitrage de la valeur entre ces pays se fera probablement en Bitcoin. Autrement dit, avec un Bitcoin, tu paieras jamais avec un Bitcoin. Mais par contre, le nombre de baguettes que tu pourras acheter avec un Bitcoin, ce sera fou furieux. Voilà, moi, le monde que je pense pour le Bitcoin. Pourquoi je vous ai toujours dit aussi que il ne faut pas miser que sur Bitcoin. C'est bien d'en avoir un peu, passer ton assurance, de pouvoir te libérer de ton pays si tu as envie. Parce que tout le monde acceptera un Bitcoin, tout comme tout le monde acceptait de l'or à l'époque. Mais par contre, fais gaffe. Tu vas te faire chasser comme une sorcière. Si tu as trop de Bitcoin chez toi et que ça finit par se savoir, on va te couper la tête pour ça. Ou on torturera ta famille. Bref, c'est horrible. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop de Bitcoin, c'est extrêmement dangereux à mon avis. Ethereum, c'est plus volatile. C'est plus spécifique, c'est plus lié au cycle économique. Donc Ethereum, c'est achat-revente, arbitrage, en fonction des différents cycles.
mais tu as aussi beaucoup plus de sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Un Bitcoin, tu peux que le détenir. C'est tout. C'est la seule chose que tu peux faire avec. Le détenir, donc, le principal problème de Bitcoin, c'est sa sécurité. Parce qu'il a très peu d'utilité, mais beaucoup de valeur. Donc le principal problème, c'est comment tu le gardes. Et si tu détiens beaucoup de valeur avec très peu de sécurité, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va venir le voler. On va venir te le prendre avec toute l'horreur qui va avec. Tu vas te faire torturer, on va torturer ta famille pour que tu craques. Voilà, si tu as accès à ce Bitcoin, quelqu'un d'autre pourra y avoir accès. Donc le principal problème avec Bitcoin, c'est que plus tu vas en avoir, plus tu vas prendre de risques pour ta vie ou faire courir des risques à ta famille. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour obtenir de la valeur. Prêts à tout. Et ta vie, elle importe peu pour eux. Donc attention, encore une fois, avec les aficionados du Bitcoin, c'est extrêmement dangereux, ou en tout cas, vous pourrez peut-être vous offrir des richesses infinies, mais il ne faut pas croire que vous aurez l'esprit tranquille. Il y aura des gens qui voudront vous tuer pour ça. Moi, je pense qu'à peser dans la balance, comme j'ai toujours dit, je préfère la vie quand même. Ethereum, c'est pas pareil. Ethereum, il y aura clairement une distance et la phase sécurité est bien plus intéressante. Demain, vous aurez probablement des gens qui géreront le staking pour vous, c'est-à-dire qui géreront la custody de vos Ethereum. Pour autant, le smart contract ne pourra jamais renvoyer ces Ethereum ailleurs que sur l'adresse d'origine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sécuriser des Ethereum, ce sera beaucoup plus facile. Parce qu'un mec qui viendra chez vous, il ne pourra rien obtenir en fait. Puisque vos Ethereum seront bloqués dans le smart contract de staking, qui aura une période d'unbonding, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça rajoute des couches de sécurité beaucoup plus faciles, à mon avis. Par contre, il faut gérer les cycles économiques, etc. C'est pas aussi simple que Bitcoin où c'est juste hodl and shut up, quoi. Ok? Bon, là, on dérive un peu. On part sur les ranges. Je vais couper et on part sur les ranges. Stop replay. Salut, à dans 15 jours.